Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'endroit où je vous emmène n'est pas très agréable, disons les choses. On est au début de l'après-midi du 30 avril 1945, dans une atmosphère de chaos. À Berlin, on est 8 mètres sous terre dans le bunker qui est plein de monde. Les gens qui sont là n'ont pas vu la lumière du jour pour certains depuis des jours entiers. Il y a le bruit de ventilation permanent, cette odeur de poussière, et puis les bruits et les tremblements et les vibrations des bombardements à l'extérieur, bien entendu. Ça fait 12 jours que ça dure, 12 jours que Berlin est encerclé avec des rumeurs, les dernières qui évoquent un pont ou un gué par lequel on pourrait peut-être encore essayer d'échapper à l'armée rouge qui est en train d'arriver. Les soviétiques sont vraiment aux portes là de Berlin. C'est une question d'heures avant que tout ne soit terminé. Ce bunker qu'on appelle le Führerbunker, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'état-major allemand, c'est là que se trouvent les derniers tenants du Reich, avec un homme qui s'appelle Heinz Linge. Heinz Linge a 32 ans et ça fait 6 ans qu'il est le majordome d'Hitler. Depuis 1939, c'est-à-dire depuis le début du conflit, il suit le Führer absolument partout, bien entendu. C'est lui qui le réveille, j'allais dire le matin, mais souvent, on va dire que c'est plutôt au début de l'après-midi, puisque vous savez que Hitler a des horaires complètement décalés. C'est lui qui l'aide à s'habiller, qui conduit les invités lorsqu'il en a, ou lorsqu'il en avait, devrais-je dire. Heinz a vu peu à peu l'état mental d'Hitler se dégrader. Depuis le fameux attentat manqué du 20 juillet 1944, on sait qu'Hitler s'est complètement renfermé sur lui-même. Il n'avait plus du tout confiance en personne. On peut parler là d'une paranoïa, littéralement. Une paranoïa hérissée de moments de colère. Heinz n'en est pas moins demeuré fidèle, bien entendu, et à mesure que l'armée soviétique progressait à l'Est et que l'armée alliée à l'Ouest, avec les Américains, les Anglais, les Canadiens, des Français aussi et d'autres nations, arrivaient de l'autre côté, Hitler donc s'est terré dans ce bunker à 8 mètres sous terre. La veille du 30 avril, il s'est marié avec Eva Braun, c'est une des dernières choses qu'il ait faites. Et puis, il a fallu trouver un conseiller municipal dans la ville. En l'occurrence, c'était le responsable du ramassage des ordures. Ça ne s'invente pas, qui est arrivé avec les documents d'état civil, etc. Ceux qui ont servi de témoins sont les plus proches du couple, c'est-à-dire les Goebbels, tous les membres de cette cérémonie, tous les gens qui étaient là pour cette cérémonie de mariage étaient appelés à mourir dans les 48 heures. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et au début de l'après-midi du 30 avril, donc 1945, Heinz vient de faire ses adieux à son maître. Il ferme la porte du bureau dans lequel se trouvent Hitler et Eva Braun. Hitler l'a annoncé à plusieurs reprises, il veut que son corps disparaisse. La vérité, c'est qu'à un déjeuner qui a eu lieu l'avant-veille, on a montré des photos du cadavre de Mussolini qui avait subi les pires outrages, et évidemment, ça le répugne qu'on puisse faire la même chose sur son propre corps. Alors, Hitler et Eva Braun sont donc enfermés dans ce bureau. Heinz ne veut pas rester trop près de la porte. Il s'éloigne, il prend la direction de la sortie du bunker. Mais là, on le retient. On lui dit que les bombardements sont tellement intensifs qu'il risque d'être blessé. Alors, il revient sur ses pas, il est dans l'antichambre et là, il sent cette odeur de poudre très caractéristique. Il est 3h30 de l'après-midi, 15h30. Il va attendre quelques minutes et puis il entre dans la pièce où se trouvent les corps de Hitler et de sa femme Eva. Je cite le témoignage du majordome d'Hitler. « Parvenu là, j'ouvris la porte et j'entrai. Sur le canapé étaient assis Adolf et Eva Hitler, tous les deux morts. Hitler s'était tiré une balle dans la tempe droite avec son pistolet 7,65. Celui-ci se trouvait à ses pieds sur le sol. Sa tête était un peu penchée contre le mur, le sang avait giclé sur le tapis à côté du canapé. À côté de lui était assise son épouse, elle avait replié ses jambes sur le canapé et son visage crispé trahissait la cause de sa mort, l'empoisonnement au cyanure. La morsure était marquée sur ses traits, la petite boîte où se trouvait le poison était sur le bureau. Heinz demande à ce qu'on vienne l'aider à transporter les corps. On va envelopper les morts dans des couvertures de laine grise.
Il y a des généraux qui prennent d'abord le corps d'Eva et puis ensuite vont se diriger vers la sortie du bunker. Heinz va prendre Hitler du côté de la tête, 2 officiers le saisissent par les pieds, ils vont traverser tout le bunker comme ça et poser les 2 corps à 2 mètres seulement de la porte dans un trou qui a été formé par un des nombreux obus qui pleuvent littéralement sur Berlin depuis quelques semaines. Les 2 corps sont donc allongés côte à côte et, selon les instructions du Führer, on va déverser 200 litres d'essence sur ces corps. Et là, les hommes s'éloignent, ils retournent à la porte du bunker et un officier va saisir un chiffon, il allume avec un briquet et il jette ça sur les 2 corps qui vont devenir un véritable brasier, bien sûr, avec toute cette essence qui a été déversée sur eux. Ça dure comme ça un certain temps, ça va durer quelques heures. Il faudrait rajouter 200 litres d'essence pour que la disparition des corps soit tout à fait totale, mais on va tarder un peu à mettre ces 200 litres supplémentaires. Et au bout de 3 heures, au milieu d'un intense bombardement, toujours, ça y est, les troupes soviétiques sont là, elles sont à 2 pâtés de maison, à 200 mètres si vous voulez. Les restes des cadavres sont enterrés à la hâte par 2 gardes SS, toujours dans un trou d'obus, c'est pratique si je puis dire, ces trous d'obus, on n'a pas à creuser. Le soir même, les derniers généraux allemands décident de transmettre un message de capitulation de la ville. Le bunker étant désormais coupé du monde extérieur, il faut sortir pour aller à la rencontre des troupes soviétiques. Le chef d'état-major, Krebs, se porte volontaire. Il fabrique une espèce de drapeau blanc avec des draps. On est là le matin donc du 1er mai 1945, il est 2 heures du matin. Krebs va traverser les lignes soviétiques en agitant son drapeau blanc et il demande à rencontrer le général Chouikov. Et il lui annonce la mort d'Adolf Hitler. Et il précise que désormais le pouvoir politique réside entre les mains de celui qui est le dauphin, l'héritier désigné d'Hitler, l'amiral Dönitz. Le général Chouikov informe son supérieur, et le supérieur en question, c'est le maréchal Zhukov, bien entendu, qui téléphone lui-même à Staline à 4 heures du matin. Et quand Staline apprend la mort d'Hitler, il dit « Bien fait pour ce salopard, dommage qu'on n'ait pas pu le prendre vivant. Où est le cadavre ?» Voilà la question tout de suite. La question, elle est posée par Staline. À l'époque, on ne sait pas où est le cadavre. C'est le début de ce qui va être une longue enquête. Vous écoutez Radio Classique. Bien fait pour ce salopard, a dit Staline. Entre salopards, on se comprend, si je puis dire. C'est le 2 mai 1945 que les Soviétiques prennent possession de la chancellerie du Reich, donc cette espèce de gigantesque bâtiment qui se trouve à 2 pas du fameux bunker. Le Führer bunker est tombé lui aussi, bien sûr. Les derniers à défendre ce bunker, c'était des Français, figurez-vous, de la division Charlemagne, qui ont tout fait pour que les Soviétiques ne fassent pas tomber la place un 1er mai, parce que ça aurait été un symbole offert aux communistes. Bon. Lorsque les troupes russes rentrent dans le bunker, c'est pour découvrir quelques employés de l'administration totalement effrayés. Les Soviétiques découvrent aussi de nombreux corps de personnes suicidées. Et vous savez que c'est le cas notamment, bien sûr, de Goebbels, de sa femme et de leurs 6 enfants qui ont été enterrés à la hâte près de la sortie du bunker. Une histoire absolument épouvantable. Mais tout est épouvantable dans cette histoire. François Kersaudy écrit: le 4 mai, c'est-à-dire 2 jours après la reddition de Berlin, le lieutenant-colonel Klimenko et plusieurs soldats ont voulu voir l'endroit où avait été trouvé le cadavre de Goebbels près de la sortie de secours du bunker. À 3 mètres de cette sortie, sur la gauche, un soldat remarque un trou d'obus recouvert de terre meuble qui semble avoir été récemment pelleté. Il saute dessus et la terre laisse apparaître les cadavres calcinés d'un homme et d'une femme, enveloppés dans des couvertures grises. Mais ils sont déjà méconnaissables et une rumeur bien répandue dit que le corps d'Hitler a déjà été découvert. Les soldats réenterrent donc les restes, mais le lendemain, le lieutenant-colonel Klimenko apprend que le corps d'Hitler déjà découvert n'est en fait pas le bon. Il comprend son erreur, renvoie ses soldats à la chancellerie pour redéterrer les 2 cadavres qui sont placés dans 2 caisses en bois chargées discrètement dans un camion au cours de la nuit du 5 au 6 mai 1945, en même temps que les restes du chien-loup d'Hitler et du Scotch terrier d'Eva Braun découverts à proximité. Et on va faire une autopsie. Alors,
Le système soviétique étant ce qu'il est, on se méfie évidemment des médecins qui vont procéder, donc on ne leur annonce pas qui ils sont censés autopsier. Et voici ce que notent les médecins légistes sur le corps supposé être le corps d'Hitler. Le cadavre ayant brûlé, il est difficile d'établir l'âge de la personne, mais on peut l'évaluer à 50 ou 60 ans, la taille étant d'1,65 m. Les mensurations sont imprécises en raison de la carbonisation des tissus. Le cadavre est en état avancé de calcination et il en émane une odeur de chair brûlée. Dans la bouche ont été découverts des éclats de verre correspondant à des fragments d'une ampoule de verre fin. Les légistes notent aussi l'odeur typique d'amande amère et précisent que les examens médico-légaux des organes internes ont établi la présence de cyanure. En réalité, mais ça ils ne le savent pas encore, il manque un morceau du crâne. Et c'est la raison pour laquelle ils ne savent pas que l'homme en question s'est tiré une balle dans la tête, puisqu'il n'y a pas cette partie-là du crâne. Tous ces corps sont enterrés à 60 km au nord de Berlin, puis déterrés quelques jours plus tard, à 80 km à l'ouest de Berlin. Ils vont changer fréquemment d'endroit au gré des humeurs de l'administration soviétique. Quand même, il y a un dentier qui est détaché du reste du corps. On demande à l'assistant dentiste d'Hitler d'analyser cette pièce et le dentiste confirme qu'il s'agit bien du dentier du Führer. On va confier cette mâchoire à l'ancêtre du KGB, au NKVD. De leur côté, les alliés américains, français, anglais entrent dans Berlin le 4 juillet 1945. Ça fait bien longtemps à l'époque que le cadavre d'Hitler a été trouvé, identifié et surtout déplacé et redéplacé, vous l'avez compris. Quand les Alliés entrent dans Berlin, le monde entier sait qu'Hitler est mort. La nouvelle s'est répandue très rapidement autour du globe. Ça fait la une de tous les journaux, évidemment. Mais on ignore toutes ces dernières heures. À l'époque, il n'y a pas eu les témoignages. Les soviétiques ne vont pas du tout se montrer coopératifs. Et même, ils s'amusent. Ils s'ingénient à répandre de fausses nouvelles. Et quand le bras droit de Roosevelt, Harry Hopkins, rencontre Staline le 26 mai, le leader communiste dit aux représentants américains: « À mon avis, Hitler n'est pas mort, il se cache quelque part. » Et Zhukov déclare en conférence de presse: « Hitler doit se trouver en Espagne ou en Argentine. » Les soviétiques, en fait, veulent instiller le doute. Ils ont toujours eu cette passion du contrôle de l'information. Ils savent que le renseignement, c'est le vrai pouvoir. À la conférence de Potsdam, donc on est maintenant 5 semaines après, Staline va confirmer cette version à Churchill et au nouveau président Truman. Ce qui ne plaît pas du tout aux Occidentaux. Ils vont décider de charger un petit comité d'historiens d'enquêter sur les dernières heures d'Hitler. Et pendant 3 mois, ces gens-là, ces historiens, vont rencontrer les témoins, ceux qui étaient dans le bunker, ceux qui ne sont pas tombés dans les mains soviétiques. Et Heinz Linge, ça aurait été le témoin parfait, bien sûr, puisqu'il était là, il a tout vu, il a même participé, lui, à tout ça. Mais il se trouve qu'il a été capturé par les soviétiques, et d'ailleurs, il a déjà raconté son histoire aux Russes. Quand je dis raconter, il la leur a raconté un nombre incalculable de fois, au gré des différents interrogatoires. Après 3 mois d'enquête, la commission d'historiens rend public son rapport, y compris pour les soviétiques, et le Führer, dit-on, s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Ces historiens, il faut le dire, ont fait un travail remarquable dans les conditions qui étaient celles de l'époque. Parce que malgré tous les impedimenta que les soviétiques leur ont placés dans les pattes, ils ont quand même réussi à percer le mystère. Reste une question fondamentale aux yeux des Occidentaux. Qu'est-ce que les soviétiques ont bien pu faire du corps d'Adolf Hitler ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Et quand Staline lit le fameux rapport des historiens occidentaux, il ne comprend pas pourquoi il est dit qu'Hitler s'était tiré une balle dans la tête, alors que le rapport d'autopsie, celui qu'il a entre les mains, et que ne connaissent pas les Occidentaux, précise que le Führer s'est tué avec une fiole de cyanure, puisqu'on a retrouvé ces petits restants de verre dans la bouche. Staline étant ce qu'il est, il va accuser ses subordonnés de lui avoir menti. C'est ce qui est intéressant dans cette affaire, ce sont les conséquences invraisemblables que peuvent avoir les informations et contre-informations de part et d'autre. Staline va aller jusqu'à réorganiser les services et demander au NKVD une enquête pour déterminer les causes exactes de la mort de celui qui a été son allié puis son ennemi. C'est là que
l'absurde arrive quand une guerre interne de différents services a lieu. Le ministère des Affaires intérieures réalise l'enquête, mais les hommes du ministère de la Sécurité d'État, eux, refusent de coopérer, de dévoiler où se trouve le corps du Führer. Ce qui fait que dans l'administration soviétique très complexe, l'enquête se met à patiner, ce qui va avoir un effet positif. Les enquêteurs vont fouiller intégralement le bunker. On est donc là en mai 46, vous voyez, il y a un an qui a passé, et ils vont faire une découverte assez incroyable. Ils vont trouver à l'endroit où les ossements d'Hitler et d'Eva Braun avaient été découverts, donc c'était à 60 cm sous la terre meuble, ils découvrent 2 petits ossements qui s'emboîtent très bien et qui s'avèrent être la boîte crânienne du Führer. Et là, il y a un petit orifice qui transperce la boîte crânienne et qui est la preuve que les historiens occidentaux avaient vu juste. Hitler s'est bel et bien tiré une balle dans la tête. Les différents services soviétiques vont se partager le corps, enfin ce qu'il en reste. Il y a d'un côté un corps calciné qui est enterré à Magdebourg avec Eva Braun et les Goebbels. Tout ça, c'est aux mains du ministère des Affaires intérieures. Et puis d'un autre côté, vous avez la boîte crânienne qui est, elle, aux mains du ministère de la Sécurité d'État. Et là, vous n'oubliez pas qu'en plus, le KGB a découvert le dentier. Vous savez, ce dentier, le dernier dentier d'Hitler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite de nouveau François Kersaudy, qui est incontournable sur ces questions, bien entendu. Les années passent et le 5 avril 1970, sur décision du chef du KGB Yuri Andropov, les restes enterrés sous la cour du numéro 36 de la Westenstrasse de Magdebourg sont exhumés pour la 6e fois dans le plus grand secret, transportés 11 km plus loin jusqu'à un terrain vague, situé à proximité de la ville de Schönebeck, brûlés sur un bûcher, réduits en cendres, broyés et jetés dans la rivière Biderin. Pour quelle obscure raison, on n'en sait rien, mais dès lors, il ne resterait plus du Führer du Reich millénaire qu'un os pariétal conservé dans une boîte à disquettes aux archives centrales d'État de l'URSS et une mâchoire carbonisée cachée dans une boîte à chaussures au fin fond des archives du KGB. Et les années vont passer, c'est bientôt la fin de la guerre froide et il y a toujours ce mythe autour des derniers restes d'Hitler. Il y a des gens que ça fascine, qu'est-ce que vous voulez. Dans les années 2000, on va réaliser plusieurs analyses, et notamment notre ami Philippe Charlier, le médecin légiste français, va faire des analyses en 2017, et il est absolument catégorique, Philippe. Le crâne qui se trouve encore dans cette boîte à disquettes est celui d'Adolf Hitler. Le dentier est également celui d'Adolf Hitler. De quoi mettre définitivement fin aux rumeurs qui sans cesse ont raconté qu'Hitler n'était pas mort à Berlin. Quand je dis sans cesse, moi, quand j'étais petit dans les cours de récréation, vous aviez encore des gens qui disaient ça, ces espèces de rumeurs. Et vous avez toujours sur Internet actuellement des olibrius pour défendre cette thèse-là. Incontestablement, Hitler est mort à Berlin à la toute fin du mois d'avril 1945.